Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 24 avril. Voici le programme de ce soir. Le président de la République enfile une nouvelle fois son maillot et sa paire de crampons. Emmanuel Macron participe en ce moment même à un match de football à plaisir au stade Bernard Giroux. Une rencontre entre le Variété Club de France et notamment des soignants, des pompiers et des policiers. Les profits seront reversés aux pièces jaunes. Nous retrouvons dans un instant nos deux journalistes sur place. L'inspection du travail a arrêté les travaux sur le site olympique de Versailles. Les conditions de sécurité pour les ouvriers ne seraient pas garanties. Les salariés auraient travaillé à plus de 20 mètres de hauteur pour installer les gradins sans harnais de sécurité. Les jardins du château de Versailles vont accueillir les épreuves équestres dans 3 mois. L'autoroute A13 restera fermée au moins jusqu'au 1er mai. La portion située entre le boulevard parisien et l'A86 est inaccessible. Depuis jeudi dernier, des embouteillages se répercutent sur tous les autres axes principaux. Nous sommes allés à la rencontre des automobilistes yvelinois qui empruntent quotidiennement ce trajet. Des plantes, des fleurs ou encore de la décoration pour votre jardin. La 21e édition de la Prairiale à Montigny-le-Bretonneux a une nouvelle fois connu un grand succès. 2000 personnes se sont rendues à cet événement caritatif qui rassemble des fonds pour financer des chiens guides d'aveugles. Et puis enfin, sans oublier l'invité du 7-8, nous parlerons d'un ouvrage sur le développement personnel. Comment le coaching peut-il favoriser une meilleure communication? Quels sont les outils, les méthodes? On en parlera avec Vincent Leglève, l'auteur du livre Communication et coaching vers le coach muniquant. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite on retrouve Mickaël Elmidoro. Il se trouve au stade Bernard Giroux de plaisir. Emmanuel Macron joue en ce moment même, je vous le disais à l'instant, un match de football caritatif avec le Variété Club de France. Les précisions de Mickaël enregistrées juste avant le coup d'envoi du match. Il devait arriver aux alentours de 16h ici au stade Bernard Giroux de plaisir. Il est finalement arrivé à 16h45. Le président Emmanuel Macron joue avec le Variété Club de France ce mercredi. Il jouera au milieu de terrain avec le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Autour de lui, une pluie de stars. Il y aura notamment Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore Eden Hazard le Belge. Il y aura également des joueurs de l'équipe de plaisir. Autour du terrain, des centaines de plaisirois qui vont assister à la rencontre, principalement des invitations. Les fonds récoltés seront reversés à l'association Pièce Jaune de Brigitte Macron. Eh bien, merci beaucoup Mickaël Elmidoro pour toutes ces précisions et merci également à Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Grégory Canalé, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes bien installé en plateau avec moi et vous êtes en train de regarder le match en direct. Quel est le score? On a mis le petit live sur le portable. Et actuellement, il y a 4-1 pour la team Vendroux face à la team Wenger. La team Vendroux, c'est tout simplement l'équipe du président de la République. Les deux équipes sont en train en ce moment même de disputer cette première mi-temps. Il y a un gros Robert Pires d'un côté, voilà, qui a inscrit 3 des 4 buts de l'équipe Vendroux. De l'autre côté, c'est Samuel Eto'o, l'ancien joueur camerounais qui a marqué. Donc pour l'instant, la team du président qui brille, 4-1. Il y a c'est que la première mi-temps. Il y a déjà 5 buts marqués, donc je pense qu'il y en aura d'autres au cours de cette rencontre. Beaucoup de buts en quelques minutes. Merci beaucoup Grégory Canalé. On fait tout de suite le point avec vous sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et on commence avec cette information, le chantier des tribunes et des gradins pour les épreuves équestres des JO de Paris 2024 à Versailles est à l'arrêt. Un danger grave et imminent de chute, c'est ce qu'a estimé l'inspection du travail après une visite effectuée le 8 mars dernier et dont les conclusions ont été révélées ce matin par nos confrères de l'équipe. Les agents ont constaté que des salariés travaillaient sur des montages de gradins à une hauteur d'environ 20 mètres sur des planches qui n'étaient pas solidaires de la structure. L'inspection a alors immédiatement exigé l'arrêt du chantier et début avril, la société JL Evans, en charge des installations, a demandé au tribunal administratif de Versailles la reprise de ces travaux à intérêt public majeur et dont l'arrêt compromettrait la tenue des épreuves, des arguments réfutés par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et JL Evans s'assure que le travail a repris et se réserve la possibilité de saisir à nouveau la justice. Le parc du château de Versailles doit accueillir les épreuves olympiques et paralympiques d'équitation dès le 27 juillet prochain. On poursuit ces infos du jour, Grégory, avec un terrible incendie au Mureau qui a fait une victime. Un incendie qui s'est déclaré
Dans la nuit de lundi à mardi au rez-de-chaussée du 8 rue Françoise Dolto, lors de leur intervention, les pompiers ont découvert le corps sans vie d'une femme. Il s'agirait de la locataire de l'appartement âgée de 39 ans. 29 pompiers ont été mobilisés. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Du nouveau, du côté de Casino, le groupe annonce plus d'un millier d'emplois concernés. Les syndicats ont été convoqués aujourd'hui, les syndicats de ce groupe de la grande distribution. Le projet de réorganisation leur a été dévoilé. Il prévoit la suppression de 1293 à 3267 postes au niveau national. Les commerces concernés ne sont pas encore connus. Les Yvelines comptent 7 supermarchés du groupe sur leur territoire. Et enfin, Grégory, on termine avec cette information. Les journées de l'innovation agricole ouvrent leur billetterie. Et des journées qui se tiendront le 22 mai prochain à la ferme expérimentale d'AgroParisTech à Thiverval-Grignon. Un événement qui va réunir une trentaine de start-up, d'entreprises et d'acteurs de la recherche. Cette deuxième édition sera parrainée par Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La billetterie est accessible sur le site qui s'affiche. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalé pour toutes ces informations. On vous en parlait dans le 7-8 de lundi dernier. L'autoroute A13 est fermée depuis maintenant une semaine et cet axe majeur pour l'ouest de la région parisienne ne devrait pas rouvrir avant le 1er mai selon la direction des routes d'Île-de-France. Mais alors pourquoi sa réouverture est-elle reportée? En quoi consistent les vérifications et les travaux menés sur l'autoroute? Les explications de Clara Defrutos et d'Aurélie Lafeille. 100 000 automobilistes revivent la même situation désagréable depuis jeudi soir, des allongements de trajets et des départs anticipés, ce qui agace certains conducteurs. C'est le cirque quoi, tous les jours quoi. C'est oui, on est obligé de trouver des itinéraires vraiment différents et puis on perd beaucoup de temps. Depuis que c'est fermé, c'est vraiment de la galère parce qu'on est obligé de faire tout le contour. Et là, moi, j'habite à Pierrefitte-sur-Seine et pour arriver au dépôt à Elancourt, c'est vraiment difficile. Je passe par la 14, ouais. J'arrive par le pont de Neuilly et je reprends le périph' parce que je travaille à Paris. Et finalement, on ne met pas beaucoup plus de temps, donc la galère est limitée. Les responsables de cette paralysie, des fissures situées au niveau du tunnel de Saint-Cloud, découvertes le 18 avril, d'après un diagnostic réalisé par plusieurs entreprises, dont la direction des routes d'Île-de-France, la DIRIF. Elles sont dues au déplacement d'un mur de soutènement. Positionné sous la chaussée, il sert à préserver les routes des crues et des éventuelles érosions. Normalement, pour l'instant, si tout le travail de sécurisation, d'analyse et sécurisation de ce qu'il y a dans le sous-sol, en dessous de la fissure de la 13, permet de réouvrir la 13 mercredi prochain, on ne s'en tirera pas trop mal, mais je suis prudent. Le terrain en pente, les canalisations d'eau et les tunnels ferroviaires ont de compliquer les études du sol. C'est la raison du report de la réouverture de la voie rapide, maintenant prévue pour le 1er mai. Elle ne sera confirmée que le 26 avril. Les axes reliant la province à la capitale devraient être saturés pendant toute la durée des travaux. Pour rejoindre Paris, il est conseillé de prendre l'A12 ou la N12 en direction de Versailles et de sortir par la porte de Saint-Cloud en empruntant la N118. Comment les sites olympiques de Paris 2024 fonctionneront-ils électriquement? C'est l'entreprise Enedis, supporter officiel des JO, qui en a la charge. Sa mission, raccorder durablement les sites olympiques au réseau public de distribution d'électricité, un système qui permettra de réduire considérablement l'impact carbone. Hier, le gestionnaire électrique a fait une démonstration au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Des Jeux Olympiques plus propres, c'est la promesse avancée par le groupe Enedis ce mardi 23 avril au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour cet événement international, l'entreprise chargée de la gestion de l'électricité va raccorder les sites olympiques directement au réseau électrique public et supprimer presque intégralement les groupes électrogènes pour ce rendez-vous et pour le futur. L'objectif, c'est de pouvoir faire franchir un pas au monde de l'événementiel pour que dans la durée, l'ensemble des événements d'envergure, qu'ils soient sportifs ou culturels, puissent se raccorder au réseau public de distribution et faire eux-mêmes leur transition écologique et les économies de leur empreinte carbone. Ce raccordement électrique permettra de réduire de 90% les émissions de CO2 concernant l'électricité pendant les Jeux Olympiques. À Londres en 2012, les groupes électrogènes avaient consommé plus de 4,3 millions de litres de gasoil. Le comité international olympique a voulu s'inscrire dans cette démarche-là et donc Paris 2024 est un peu le point zéro et on espère que les suivants
nous battrons en réduisant encore les émissions de CO2. Dans les Yvelines, le Vélodrome national, le Golf national et le stadium de BMX seront intégralement raccordés au réseau. Les structures du château de Versailles seront également reliées et disposeront en plus de 10 groupes électrogènes novateurs à 0 émission sur le parcours du cross-country pour l'équitation. Seul bémol, les 2 jours de compétition de VTT sur la colline d'Elancourt. Le site sera raccordé à 90% et non pas 100% comme initialement envisagé. Les problématiques qu'on a rencontrées avec Enedis, c'est pour la partie colline, sur laquelle on aura quelques points d'alimentation électrique à fournir et sur lesquels les jours de compétition, on fera tourner quelques groupes électrogènes, mais très peu. Le réseau électrique sera testé à partir du mois de juin sur les 5 sites yvelinois sélectionnés pour les JO de Paris 2024. Des Jeux parisiens qui pourraient marquer un tournant pour le futur de l'électricité sur les grands événements internationaux. Une initiative à présent, le pass local a déjà séduit plus de 900 personnes depuis décembre 2023. Il s'agit d'un titre de transport gratuit pour les personnes de plus de 65 ans ou pour celles qui ont une mobilité réduite. Il vient d'être mis en place à Rambouillet. On écoute l'interview express de la maire au micro d'Aurélie Lafeille. Une carte de transport qui permet de pouvoir se déplacer dans la ville de Rambouillet avec les bus intra-urbains. C'est vraiment d'inciter les personnes à prendre un maximum les transports en commun, puisqu'il y a une desserte importante en fait en termes de bus et de circuits de bus sur la ville de Rambouillet. À toute personne âgée d'au moins 65 ans, les personnes qui sont porteuses d'un handicap, détentrices en fait de cartes d'invalidité qui sont encore en cours. Et puis, sur la ville de Rambouillet, nous remettons chaque année la médaille de l'enfance et des familles. Donc, les détenteurs de cette médaille sont aussi concernés. Rouler pour lutter contre les cancers pédiatriques. Depuis sa création, l'association de bikers, le Run des Wolves, située à Coignières, s'engage auprès d'actions caritatives. Le week-end dernier, ces motards au grand cœur ont offert une journée de rêve au jeune Aiden atteint d'une tumeur au cerveau rare. C'est le reportage de Gabriel Gontier. Moto imposante, veste en cuir et lunettes de soleil, c'est un cortège un peu particulier qui s'était lancé ce week-end. Sous leurs airs de gros dur, plus de 200 bikers des Yvelines et d'Île-de-France ont uni leurs forces et leurs cylindrées pour offrir une journée de rêve au jeune Aiden. Bon, ça a été super beau gosse, il était super content. Du haut de ses 4 ans, le petit garçon se bat contre une forme de cancer pédiatrique rare, touchant seulement 4 personnes au monde. Un combat auquel s'est alliée la grande famille des bikers qui multiplie les actions caritatives dans le département. Les gens ont une image de bad boy en fait, tout ça parce qu'on fait du bruit avec les pétoires, parce qu'on a des blousons en cuir avec des logos dans le dos. Au-delà de ça, ce sont des gens comme tout le monde et qu'on peut se servir de notre image, de notre notoriété pour soulever un petit peu les foules, quoi. Des bikers au grand cœur qui, après avoir fait vivre un run de 30 km à Aiden, lui ont réservé un accueil de rockstar sur la musique préférée du petit garçon, réinterprétée par le groupe Silo. Une mobilisation et un soutien essentiel pour Alison, la mère d'Aiden. C'est la solidarité qui est touchante et de voir qu'il y a autant de gens qui sont touchés par la cause et qui s'investissent surtout autant pour l'association, c'est génial. C'est des gros bras au cœur tendre, moi c'est ce que je dis. C'est vrai que quand on les voit, ils sont impressionnants, ils ont tous des grandes carrures, avec leur moto ils font beaucoup de bruit. Mais c'est bien qu'ils fassent beaucoup de bruit parce qu'aujourd'hui ça a fait du bruit pour la bonne cause. Toute la journée, c'est dans une ambiance conviviale et solidaire que s'est tenu l'événement. Un moment permis aussi grâce à l'équipementier moto Cardi. C'est un grand plaisir pour nous de les accueillir et de voir autant de monde rassemblé pour une cause comme ça. C'est avec des petites choses comme ça qu'on se souvient qu'il y a beaucoup de bons dans l'humanité. Preuve en est, l'association a recueilli plus de 500 €, une somme dédiée à la recherche pour le cancer pédiatrique. Légumes, du potager, parterres fleuris ou encore décoration artisanale. 2000 personnes se sont retrouvées le week-end dernier pour la 21e édition de la Prairiale à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous qui connaît toujours un grand succès. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et d'Elsa Malkoun.
Remplir les potagers de produits du terroir à la venue du printemps, voilà l'objectif de la Prairiale. Un rendez-vous incontournable pour certains Yvelinois. Chaque année, la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux est animée par les stands d'une cinquantaine d'exposants. On accueille en moyenne 2000 visiteurs adultes sur le week-end. Donc oui, on est tout à fait, malgré la fraîcheur cette année, les gens sont au rendez-vous. On a aussi beaucoup de visiteurs fidèles. On vient pratiquement toutes les années parce qu'on connaît pas mal de monde des exposants. Et puis bon, par rapport aux chiens, donc d'aveugles, ça nous fait notre contribution. Une cause humanitaire qui motive. Organisée par la ville de Montigny-le-Bretonneux et le Lions Club de Montigny-les-Trois-Villages, la Prairiale vise avant tout à financer l'élevage et l'éducation de chiens guides d'aveugles. C'est quelque chose d'important. Un chien qui est préparé et qui est remis à 2 ans a coûté à l'école 25 000 €. Et là, le Lions Club aujourd'hui va nous remettre un chèque de 5 000. Cette fête printanière et caritative se renouvelle chaque année. Pour la 21e édition, de nouveaux exposants proposent des ateliers qui attisent la curiosité. Artisans d'art, robots de tonte high-tech ou encore jeux de société pédagogiques. C'est un jeu de société, un jeu intergénérationnel qui se joue à partir de 5 ans. Et c'est un jeu qui porte sur l'univers du potager, sur la connaissance des légumes du jardin. Ça permet donc de faire un peu de publicité pour la ferme. C'est un lieu d'accueil pour des jeunes entre 14 et 19 ans. Puis ça nous permet de faire la pub pour le mercredi. On fait de la vente directe tous les mercredis de 10h à 17h. La Prairiale met en valeur les produits de qualité, le savoir-faire et les initiatives locales. Pour les heureux acquéreurs de plantes, il ne leur reste plus qu'à attendre. Les seins de glace arrivent et la période de gel peut durer jusqu'au 25 mai. Enfin, comme tous les mercredis, on parle cinéma dans votre 7-8. Chaque semaine, des réalisateurs yvelinois nous font découvrir ou redécouvrir des films qui ont été tournés dans les Yvelines. Ce soir, Gauthier Barra nous parle d'un classique de la comédie française populaire. Regardez. Papy fait de la résistance, un film de Jean-Marie Poiré, qu'on connaît bien évidemment pour les visiteurs, qui est sorti donc en 1983. C'est une adaptation de la pièce de théâtre de Christian Clavier et Martin Lamotte, qui s'appelait aussi Papy fait de la résistance. Ce projet d'en faire un film a été plutôt compliqué. C'est Christian Clavier qui s'est un peu battu avec les producteurs en leur promettant bien évidemment une star à l'affiche. Donc ils sont allés frapper à la porte de Louis de Funès et quelques heures après, Louis de Funès a dit « Je suis enchanté par le projet, le problème c'est que je suis fatigué, il faudra plutôt s'adapter à moi plutôt que moi m'adapter au film ». Hélas, Louis de Funès nous a quittés. Les sous étaient déjà sortis des productions, ça avait été signé et du coup il fallait se chambouler et donc Michel Galabru a rejoint le casting de la troupe du Splendide. Ce film fait 4 millions d'entrées. Ça raconte tout simplement l'histoire de résistants qui font face aux armées d'Hitler. Et nous avons donc notre super résistant joué par notre cher Martin Lamotte qui est là pour défendre son pays et vaincre les Allemands. Papy fait de la résistance. Au programme, de l'action à vous couper le souffle. Des situations explosives. Un suspense insoutenable. Monsieur Bordel, voulez-vous venir par ici, Peter? Ah, super résistant! Je le fais comment? Ce film-là a été tourné dans 2 endroits dans les Yvelines. Nous avons à Orgeval, il y a eu des séquences qui ont été tournées dans le moulin, donc c'est ce qui a été dans la scène un peu finale du film. Après, sur la route de la Plaine et sur la rue Émile Augier au Vésinet. Il y a 2-3 décors aussi de villes qu'on reconnaît entre le Vésinet et Orgeval. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, il fera beau, mais il fera froid. Couvrez-vous bien, comptez environ 3 degrés à Houdan, 4 à Mantes-la-Jolie, 5 à Rambouillet et 6 à Versailles. L'après-midi, le beau temps devrait se maintenir, mais les températures seront toujours assez fraîches. Comptez 11 degrés à Versailles et Rambouillet, 12 à Houdan et 13 à Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-Marc. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8.
Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler d'un livre sur le développement personnel. Vincent Leglève, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de Communication et coaching vers le coach muniquant. Il s'agit d'un ouvrage, celui-ci, qui évoque le lien fondamental entre la communication et le coaching. Vous êtes également vous-même coach professionnel, formateur et conférencier dans le domaine de la communication et du coaching. Alors, première question, Vincent Leglève, comment la communication peut-elle aider dans le processus de coaching et inversement, quel est le lien entre les deux? Bien, en fait, les deux pratiques, la communication dans un cadre notamment professionnel, que j'ai pratiqué pendant près de 25 ans, et le coaching partagent tous les deux la relation étroite entre deux personnes, un expert, en l'occurrence le communicant ou le coach, et un client à qui l'on doit apporter une prestation. Et donc, je me suis posé la question dans le cadre d'un travail de recherche sur tout l'apport que le coaching pouvait apporter à la communication. Je pensais que ça avait été un thème déjà amplement traité. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait relativement peu de passerelles qui existaient entre ces deux métiers que sont la communication au sein des organisations et le coaching. Et donc, je me suis investi considérablement dans cette recherche parce que ça m'a passionné. Quelque part, c'est un peu le couronnement de 25 ans d'expérience que j'ai voulu formaliser à la rencontre de cette nouvelle fonction qu'est le coaching. Alors, il y a énormément de livres en librairie sur le développement personnel. Qu'est-ce qui démarque le vôtre par rapport aux autres? C'est justement cette nouvelle approche que vous évoquez? Tout à fait. En fait, j'ai pris tout ce qui fait la force de la communication au sein des organisations, telle qu'elle est professionnalisée aujourd'hui, telle qu'elle est apprise dans les écoles, comme l'école que je dirige aujourd'hui, le campus de Paris de l'ISEG que je dirige aujourd'hui. Et donc, cet apprentissage, cette pratique, en fait, se trouve considérablement renforcée par les apports de l'expertise, des méthodes du coach. Et alors, dans cet ouvrage, Vincent Leglève, vous proposez plusieurs outils et conseils pour avoir une meilleure communication, un meilleur coaching. Quels sont-ils, ces outils? Alors, évidemment, ce sont des outils sur lesquels on pourrait passer énormément de temps parce que le coaching est une pratique qui est extrêmement riche, qui est un métier à part, qui n'est pas une sous-catégorie de la communication. C'est très important de le dire. Et donc, tout ce qui contribue au rapport collaboratif entre deux personnes dans des principes qui sont relativement simples à mettre en œuvre, mais encore faut-il les connaître et bien les appliquer. Et donc, dans mon ouvrage, je me suis appliqué justement à prendre chacun des outils, chacune des méthodes du coach dans le travail de questionnement, dans le travail du rapport à l'autre, pour voir comment on pouvait les appliquer et quel était le bénéfice que le communicant pouvait en tirer. Et c'est là où j'ai découvert effectivement une richesse considérable de l'apport du métier du coach. Alors dans ce livre, vous mettez également notamment en avant l'écoute active. Qu'est-ce que c'est concrètement l'écoute active et en quoi cela peut aider dans notre vie quotidienne? Bien, l'écoute active, finalement, c'est pour le communicant comme pour le coach, mais c'est une pratique qui vient du coaching, c'est créer ce rapport qui est d'accueillir l'autre, de recevoir sa parole sans préjugés, sans a priori, sans jugement. Et c'est finalement, quand on dit ça, ça semble assez simple. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point, dans un rapport, et notamment dans le monde professionnel, on est plein de, j'ai envie de dire, de barrières ou de protections, qu'il s'agit, quand on est communicant, pour renforcer, développer, maximiser sa capacité de proposition, d'accompagnement de l'autre, justement de s'ouvrir par des principes que j'explique dans mon livre, que sont ceux de l'écoute active. Vous donnez également des conseils pour savoir mieux gérer des conflits. Quels sont-ils, ces conseils ? Alors ces conseils, ça passe bien évidemment par, encore une fois, par ce travail d'écoute, d'accueil, de questionnement aussi. Et le questionnement dans le coaching m'a énormément apporté parce que finalement, un détail tout bête, souvent quand on questionne quelqu'un sur un problème, sur une problématique, et notamment dans le cadre d'un conflit, on pose souvent la question de pourquoi. Et en fait, cette question est une question qui enferme considérablement et
qui met la personne à qui on la pose sous contrainte. Et donc il y a tout un jeu autour du questionnement, notamment pour la gestion des conflits, qui permet de déminer, de déverrouiller un certain nombre de situations qui peuvent être problématiques, notamment au sein des organisations, des entreprises publiques comme privées. Et alors, quels sont les bénéfices que vous avez remarqués, que vous avez relevés grâce à ce concept de coach communicant ? Alors les bénéfices, ils sont multiples. Les bénéfices, ils sont d'abord pour le client interne des organisations, celui qui va être coaché, celui qui va être accompagné. Parce qu'il va bénéficier d'une personne qui n'est pas une personne extérieure à l'entreprise, avec un certain nombre de protections évidemment pour garantir une confidentialité, mais une personne qui connaît le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. Ensuite, c'est un bénéfice à l'autre bout pour l'organisation. Organisations qui souvent font appel à des coachs extérieurs. Là, elles vont avoir des coachs internes qui, encore une fois, et ça je l'explique de manière très opérationnelle, concernant sa mise en œuvre dans mon livre, eh bien, comment faire monter en compétences et se doter de coachs internes qui vont connaître aussi l'entreprise, l'organisation, et donc ça va démultiplier leurs forces. Et pour le communicant, dernier bénéficiaire, si j'ose dire, c'est une croissance, une montée en compétence de ces compétences. Et finalement, ce n'est pas l'ajout de compétences. On n'est pas dans une équation 1 + 1 = 2. Un communicant plus un coach ferait un communicant coach, mais dans une équation 1 + 1 = 3, avec une valeur ajoutée encore plus supérieure. Et c'est ça donc le rôle du coach communicant que je propose, nouvelle fonction au sein de l'entreprise. Si je comprends bien, votre livre, il s'adresse avant tout aux professionnels de la communication et du coaching, mais est-ce qu'il peut s'adresser à tout le monde, à n'importe qui ? Alors oui, évidemment, parce que j'ai attaché en bon communicant une importance toute particulière à avoir une écriture d'abord extrêmement claire, qui ne jargonne pas, je ne fais pas de clivage, j'ai des concepts que je développe qu'on peut finalement appliquer chacun dans sa vie, la relation qu'on a à autrui, parce qu'on a à gérer des conflits, parce qu'on a à comprendre l'autre, parce qu'on a à faire sa propre communication. À l'heure des réseaux sociaux, du personal branding, où on parle de soi tout le temps, il est très important aussi d'écouter l'autre, de recevoir sans a priori et sans jugement ses attentes pour mieux lui répondre. Donc oui, ce livre-là, je l'ai vraiment souhaité pour pouvoir être lu par tous, depuis les étudiants en communication jusqu'aux dirigeants d'entreprise en passant par les communicants ou les RH, mais également par celui qui est intéressé par ces nouvelles démarches et ces nouvelles pratiques. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Le Glaive, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, il est disponible en librairie pour le prix de 24 €. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.